Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Arcordia Shipping et Lisa Lotto. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Merci de votre fidélité, merci de l'intérêt. La crise haïtienne interpelle au plus haut point des membres de la diaspora. Chacun choisit la façon qui lui plaît pour exprimer ses préoccupations. Il y en a qui interviennent dans des médias, dans des émissions talk-show. Il y a d'autres, par contre, qui expriment leurs préoccupations, leurs inquiétudes à travers des ouvrages. C'est le cas de notre invité ce matin, M. Franz Jean-Baptiste, qui vit aux États-Unis. Évidemment, il a vécu en France, là où il a fait ses études. C'est un politologue. Il détient également une maîtrise en droit. C'est l'auteur du livre « Haïti, lève-toi et marche ». Il est avec nous, il intervient en direct des États-Unis, particulièrement de l'État de Massachusetts, à Boston. C'est notre invité ce matin pour commenter l'actualité. Monsieur Jean-Baptiste, bonjour, bienvenue sur Métropole. Merci d'accepter de commenter l'actualité et aussi de présenter votre ouvrage titré « Haïti, lève-toi et marche ». Monsieur Jean-Baptiste. Merci. Salut Wendell. Ça me fait plaisir d'être avec vous ce matin pour parler un peu de la situation actuelle de notre cher pays Haïti. Donc, on va en parler à partir de mes écrits par rapport à la publication de mon livre « Haïti, lève-toi et marche ». Et puis, on commentera l'actualité correctement, comme il convient, non seulement pour aborder des questions qui me paraissent intéressantes, d'étudier ce matin, et de voir d'avoir un autre point de vue sur la situation de notre cher pays Haïti. Mais cependant, je ne vois pas l'image, très bien. Je pense que ça va arriver. Est-ce que vous n'avez pas éteint votre caméra? Il faudrait jeter un œil. Parce que là, ici à Métropole, à Delma 52, ça va, on ne vous voit pas. Et donc, ce qui laisse croire que vous auriez éteint votre caméra. Est-ce que vous avez fait le geste qu'il faut? Je vais faire ça, je suis en train de le faire en ce moment même. Et ok, je le refais tout de suite. Parce que ça peut arriver par inadvertance, parce qu'avant l'émission, on pouvait vous regarder, on pouvait vous voir, vous regarder oui. sans problème. Là, et tout. Oh. Je rappelle, mesdames et messieurs, que notre invité, c'est Franz Jean-Baptiste qui intervient de Boston et pour partager avec nous ses préoccupations par rapport à la crise qui traverse le pays, crise sociopolitique, l'insécurité galopante. Bon, là, on vous voit, mais vous allez faire le geste. Bon, parfait. Là, c'est OK. Donc, rebonjour. Je ne vous vois pas. Non, vous n'allez pas me voir. Vous n'allez pas me voir. Vous n'allez pas me voir. Alors, je ne veux pas vous voir, OK. Non. OK. Mais vous m'entendez? Vous m'entendez? Oui, très, très bien. Eh bien, d'accord. Rebonjour, monsieur Jean-Baptiste. Bonjour, monsieur Wendell. Et cela me fait plaisir énormément d'être avec vous sur Radio Télémétropole pour commenter un petit peu l'actualité et parler un petit peu de mon livre, Haïti, lève-toi et marche. Eh bien, ça me fait plaisir beaucoup d'être sur cette prestigieuse radio pour parler de notre pays. Merci. Encore une fois, monsieur Jean-Baptiste, Franz Jean-Baptiste. Alors, je l'ai dit tantôt, vous êtes politologue, vous détenez également une maîtrise en droit. Et quoi encore? En sciences politiques, en sciences politiques particulièrement,
parce que j'ai fait un DEA en relations internationales, en sciences politiques à Paris lorsque j'étais étudiant en France. Et là, je vis aux États-Unis depuis 21 ans et j'ai vécu 18 ans en France. Ça fait 39 ans depuis que j'ai quitté le pays. Voilà. Effectivement. C'est ce qui a retenu mon attention. Pendant tout ce temps que vous vivez à l'étranger, est-ce que vous n'êtes pas déconnecté avec la réalité haïtienne? Oui, en fait, et c'est ce qu'on pourrait prétendre, effectivement. Mais avec ce qu'on appelle aujourd'hui l'autoroute de l'information, tout le monde est connecté. Et je voyage souvent en Haïti. Il m'est arrivé de rencontrer pas mal de gens à tous les niveaux de la société et discuter avec eux pour comprendre aussi bien et pourquoi le pays traverse ces moments de trouble. Et en ce moment, je ne me sens pas déconnecté avec la réalité parce que lorsque je vais en Haïti, je voyage quelquefois dans les villes de province. Je participe aussi à Livre en Folie pour exposer mes ouvrages de temps en temps. Et non, je reste connecté comme la plupart de nos compatriotes qui vivent dans la diaspora. D'ailleurs, lorsqu'on vit à l'extérieur du pays, et j'ai l'impression plus on vit longtemps dans la diaspora et plus on se sent connecté au pays. Plus on vit longtemps dans la diaspora, plus on se sent connecté au pays. Donc les gens qui vivent 20, 30, 40 ans dans la diaspora, croyez-moi, ils se sentent très proches de leur pays. Donc, ne vous inquiétez pas là-dessus. La dernière fois que vous êtes venu en Haïti, c'était? Alors, ça fait un petit moment quand même, parce que c'était en 2015, je crois. J'ai été en Haïti. C'était dans le cadre de Livre en Folie pour présenter mon livre. C'était à la diaspora, enjeux et débats. Alors, j'avais écrit ce livre, La diaspora, enjeux et débats, qui fait environ 400 pages. C'est un travail de recherche sur la diaspora que j'avais fait. Donc, à partir de là, je me suis dit qu'il était important non seulement de continuer à travailler sur le pays, mais ma focalisation, c'est surtout Haïti. Depuis 2015, je suis ici, je réfléchis beaucoup, je travaille sur pas mal d'ouvrages, j'écris énormément. Il m'est arrivé d'écouter toutes sortes de gens, toutes sortes d'arguments par rapport à l'évolution de notre pays. Ça me permet quand même de nourrir ma pensée, ma réflexion par rapport à l'évolution de notre pays. Mais depuis 2015, c'est vrai, ça fait à peu près 6 ans depuis que je ne suis pas allé dans le pays. Pour parler de l'insécurité, de la criminalité, des cas d'enlèvement, vous auriez rédigé, vous auriez écrit que la déstabilisation actuelle d'Haïti n'est pas réellement la résultante des conflits directs entre jeunes, qu'on appelle bandits, et policiers. Ce ne sont que des instruments aux mains des affairistes et des politiques pour le contrôle de la République d'Haïti. Je pense qu'à travers la question, vous avez tout résumé. Effectivement, il y a des gens qui se trompent de paradigme. Ils se trompent de paradigme dans le sens qu'ils jettent pas mal de dévolus sur les jeunes, croyant que les jeunes sont responsables des maux qui affectent notre pays. Mais ce ne sont que des instruments. Parce que ce qui est en train de se passer, se dérouler en Haïti à l'heure actuelle, n'est pas l'œuvre du hasard. N'est pas l'œuvre du hasard. Tout est bien pensé. C'est Franklin Delano Roosevelt qui l'avait dit un jour. Il n'y a rien qui arrive en politique. Tout ce qui arrive en politique avait été pensé. Et rien n'arrive en politique par hasard. Donc, cela veut dire qu'il y a une machination et ce qu'on appelle en économie une main invisible, normalement, qui architecture et cette manière de faire les choses. Vous voyez, Haïti devient aujourd'hui une sorte de poudrière un peu partout dans les 4 coins du pays. Vous avez comme des champignons, des jeunes qu'on appelle bandits qui poussent comme des champignons, donc qui sont pourtant des instruments aux mains d'un système. Je sais qu'il y a beaucoup de gens en Haïti qui n'aiment pas qu'on parle de système. C'est quoi pour moi un système? Ce sont des moyens mis en œuvre pour parvenir à un résultat. Et tout le résultat auquel on assiste aujourd'hui dépend des moyens qu'on a mis en œuvre pendant des années pour parvenir à cette fin aujourd'hui. Mais je garde quand même l'espoir, parce que je ne fais pas comme tout le monde, parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne font que constater, dénoncer, décrier ce qui se passe en Haïti. Le fait de décrier, c'est une bonne chose. Parce que c'est vrai, il y a des gens qui souffrent des assassinats sommaires. Regardez comment ils ont assassiné un maître d'Orval et d'autres citoyens du pays. Le cas de kidnapping, tout le monde
on est dans un contexte de folie. Tout le monde a peur aujourd'hui. Personne, nul n'est à l'abri. Parce qu'on ne connaît pas exactement son adversaire. Quand on arrive à identifier ses adversaires, comme c'était le cas de FARC en Colombie, le gouvernement colombien ou bien les citoyens en Colombie pouvaient identifier les FARC. Le cas de l'État islamique en Algérie, dans d'autres pays comme ça, on peut identifier ses ennemis. Le cas du Hezbollah au Liban, on peut identifier ces gens-là, et qui est lié à l'Iran. Mais là, dans le cas d'Haïti, vous voyez, on n'arrive pas à identifier l'ennemi principal. Et tandis que les ennemis, les ennemis sont là. Les gens qui sont en train de concocter tout ce qui se passe à l'heure actuelle en Haïti sont là. Mais je garde l'espoir. Je ne vais pas uniquement m'amuser uniquement à dénoncer. Aujourd'hui, pour ma part, je pense que Haïti souffre, qu'on pourrait dire, en fait, pour faire allusion à ce que dit la Bible, Haïti souffre la douleur de l'enfantement. La douleur de l'enfantement. Je pense que c'est un passage obligé. Aujourd'hui, on voit que les jeunes, avant, leur langue n'était pas aussi bien. Leur langue ne se déliait pas aussi bien qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit comment les jeunes, et ils arrivent quand même à s'exprimer de manière claire sur des problématiques profondes de notre pays. Et je pense qu'aussi notre pays a besoin du sang neuf. Du sang neuf. C'est vrai qu'on parle de l'opposition, du gouvernement, et on parle aussi d'une partie du secteur privé qui serait liée au banditisme dans le pays. Ça, je n'en disconviens pas tout à fait. Mais le débat est ouvert aujourd'hui. Le débat est ouvert. Il est temps maintenant d'engager des débats d'idées. Notamment lorsqu'on a affaire, par exemple, à des gouvernants qui ne font pas preuve quand même de vision. Ça, on peut le dire tout à fait. Mais ce qui se passe en Haïti à l'heure actuelle, je pense que c'est peut-être le cas d'Haïti, mais ce n'est pas seulement le cas d'Haïti. Dans la plupart des pays du monde, on a vu ces genres de choses. En Amérique du Sud, au Brésil, ils ont eu ces genres de passages, non seulement des jeunes. À un moment donné, on ne pouvait pas marcher dans certaines villes au Brésil. En Colombie, c'était la même chose. Dans la plupart des pays du monde. Et il n'y a pas d'autosatisfaction là-dessus. Mais je peux vous dire très sincèrement, et Haïti souffre la douleur de l'enfantement. Donc bientôt, probablement, l'enfant va naître. Probablement parce que Haïti ne restera pas là. Certainement pas. Pourquoi vous parce qu'on arrive à dire des choses qu'on n'arrivait pas à dire autrefois. Ça, c'est très important. Il faut le retenir. Il faut le retenir parce que je garde l'espoir. C'est pour ça que lorsque j'ai dit Haïti, lève-toi et marche, alors c'est le livre, Haïti, lève-toi et marche, c'est pas que c'est pas un espoir diffus. Non, alors, je l'ai fait à partir d'une démarche. On va revenir sur le livre, mais dites-nous pourquoi vous posez cette question. D'abord, vous avez écrit, et je cite, « Dans les arènes de la politique du temps moderne, la démocratie d'opinion comme la dictature d'opinion se trouve tristement au timon de la pensée critique. Où sont passés alors nos penseurs? L'opinion publique n'existe que là où il n'y a pas d'idées. » En fait, vous avez cité des propos de Oscar. Ok, exactement. Alors, j'ai écrit cela parce que, tout simplement, on est dans une phase de dictature d'opinion. Vous avez des gens qui, aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, aujourd'hui, c'est vrai que l'opinion est très ouverte aussi sur le monde. Et ce qui arrive, c'est que vous avez des gens qui sont devenus des vedettes aujourd'hui sur les réseaux sociaux, mais pas nécessairement des gens qui ont des choses à dire à la société. Mais ce sont eux les meilleurs vedettes. Ce sont eux, vous voyez, 300 000 personnes, 400 000 personnes écoutent ces gens-là. Ils sont devenus des directeurs d'opinion. Là, on est en phase à une dictature d'opinion. Parce que les penseurs, ceux qui écrivent, ceux qui ont la charge de conduire le destin de la nation à travers la pensée critique, ces gens-là se taisent. On ne les entend pas tellement. On ne les entend pas, on laisse le champ libre, non seulement à n'importe qui. Moi, je pense que les penseurs, que ce soit ceux de l'intérieur ou de l'extérieur, donc doivent se mettre debout aussi pour encadrer l'évolution de la nation.
Le peuple haïtien, je pense que c'est un grand peuple, certainement, parce que le monde entier commence à le découvrir. Heureusement, j'en suis ravi. Et le peuple haïtien est un grand peuple. Petit territoire, mais c'est un grand peuple. Et nous le croyons fermement lorsque nous sommes dans la diaspora. Non seulement par rapport à l'histoire, oui, tout ce qu'on a vécu à travers l'histoire, mais je pense que le monde d'aujourd'hui, la plupart des docteurs, des professeurs du droit, des professeurs en sciences politiques, aujourd'hui commencent à écrire, à penser à Haïti. Ils commencent à découvrir ce phénomène. Ce phénomène, je vous rappelle, Wendell, que entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, qu'il y a eu 4 grandes révolutions à travers la planète. La toute première est la révolution anglaise. C'est 1641-1642. La deuxième révolution du monde est la révolution américaine en 1776. La troisième est la révolution française en 1789. 2 ans après la révolution française, 1791, c'est la révolution haïtienne. Et parmi toutes ces révolutions, la révolution haïtienne, pour ma part, non pas parce que je suis haïtien, mais est la plus authentique. Pourquoi ? Toutes les autres révolutions étaient faites pour des raisons, je dirais, vulgairement d'argent. Question de taxes, impôts, parce que la couronne britannique imposait des taxes aux habitants des 13 colonies qui étaient ici. Donc c'est normal que les gens se sont révoltés parce qu'ils n'avaient pas de représentants vraiment au Parlement britannique. Donc ils se sont révoltés aux États-Unis. En France, il y avait des problèmes sociaux, problèmes d'argent, la corruption par rapport à Louis XVI. C'est vrai que cela s'est traduit par sa décapitation, c'est-à-dire le roi Louis XVI, puis sa femme Marie-Antoinette. Mais la 4e grande révolution, c'est la révolution haïtienne en 1791. Ça, c'était pas fait pour des causes d'argent, mais contre les traitements inhumains de certain nombre des hommes et des femmes sur la planète qui n'avaient pas le droit de vivre. Donc c'est la plus authentique de toutes les politiques. Le signal ou encore le message était fort. Mais aujourd'hui, on peut se poser la question. Est-ce que les Haïtiens sont encore fiers? Et qu'est-ce qu'ils ont fait de cet exploit ou de ces exploits héroïques qui allaient en quelque sorte marquer l'humanité tout entière? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Très bien. Oui, très très bien, parce que, vous savez, moi je pense qu'il y a 1001 raisons d'être fier encore. Il faut garder cette fierté, parce que, vous savez, les Français sont toujours fiers d'eux-mêmes. Combien de guerres les Français ont-ils perdu? Ils ont perdu énormément de guerres face à l'Allemagne. L'Allemagne a occupé la France pendant la Seconde Guerre mondiale, pendant plus de 3 ans. C'est vrai que la France a perdu la guerre vis-à-vis de l'Angleterre, tout ça. Mais est-ce que ça a cassé la fierté de la France? Pas du tout. Les Français restent fiers d'eux-mêmes. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que les Allemands, ils ont perdu à cause d'Adolf Hitler. Les Allemands ont perdu la Seconde Guerre mondiale, ainsi bien que la Première Guerre mondiale. Les Allemands ne sont-ils pas fiers d'eux-mêmes? Les Allemands sont encore fiers d'eux-mêmes, de leur histoire à travers la planète. Oui, je crois qu'à travers l'histoire, nous avons fait énormément de choses. Cependant, nous sommes en plein 21e siècle. Mais cette fierté ne suffit pas. Il faut autre chose. Il y a quelque chose qui caractérise notre société haïtienne, moi je l'ai toujours dit, parce que la plupart du temps, il y a un vieux principe philosophique qui nous dit que là où il y a des causes, il y a aussi des effets. Là où il y a des effets, il y a des causes. C'est le principe, c'est un vieux principe philosophique posé dès la fondation du monde, donc repris par Héraclite d'Égypte. Donc, Haïti souffre aujourd'hui parce que tout simplement, on souffre des effets de tout ce qu'on a accumulé pendant des années. Le problème n'est autre que l'éducation, M. Wendell. Je vais vous dire, c'est l'éducation, c'est pas autre chose. C'est pas autre chose. On va tourner en rond. On va dire parce que la police, le président, il est mauvais, l'opposition est mauvaise, ou bien le secteur privé non démocratique, parce qu'il y a un secteur privé qui incarne pas mal de bandits, des gens à col blanc qui sont là dans le pays. Il y a des bandits qui font partie d'une partie de ces secteurs privés. L'opposition aussi, tout ça. On peut critiquer tout le monde, les jeunes, tout le monde. Mais il y a un problème, l'éducation. Parce qu'aujourd'hui, il n'existe pas de pays, c'est de la planète. L'éducation évolue. Je vais prendre le cas d'un petit pays comme Singapour.
fait 38 fois Singapour en termes de superficie. Donc le Singapour, c'est un pays riche. Et c'est là où il y a actuellement le meilleur système éducatif à travers la planète. C'est l'éducation, c'est pas autre chose. Parce que l'éducation est la lumière des peuples. C'est parce qu'on a négligé l'éducation pendant longtemps. Lorsque je parle de l'éducation, je sais qu'on va me dire, mais non, on parle de l'éducation. Il y a Wendell dans le pays, vous avez Valérie Numa, vous avez monsieur X, professeur de sociologie. Non, je ne parle pas uniquement de quelques individus, de quelques personnes. Je parle de l'ensemble de la population. C'est vrai que dans la plupart des pays du monde, et des grands pays du monde, notamment des pays scandinaves comme le Japon par exemple, vous voyez des enfants, des jeunes, et la femme de ménage au Japon, il fut un temps, je ne sais pas pour aujourd'hui, avait son baccalauréat quand même en poche. C'est pas quelque chose. Donc cela veut dire que l'éducation est la clé de l'évolution parce que maintenant c'est ce qu'on appelle l'économie de la connaissance aujourd'hui. Parce qu'il faut avoir accès au savoir, pas seulement le savoir littéraire, la poésie ou le roman, peu importe. Moi, je respecte ces gens-là qui écrivent, et des poètes, j'ai beaucoup d'amis qui écrivent de la poésie. Mais cependant, il faut faire place aux sciences, à la science. Donc, aujourd'hui, il va falloir donner la priorité. Vous voyez, depuis Duvalier à monsieur Jovenel Moïse, au président Jovenel Moïse aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit en Haïti? Donc, personne n'arrive à construire une université de référence en Haïti. Or, c'est là le passage obligé. L'éducation, c'est le passage obligé. Haïti ne s'en sortira jamais sans passer par cette barrière. Ouais, vous allez entendre beaucoup d'hommes politiques vont vous dire demain, oh, il faut de l'emploi, on va créer des emplois. Non, excusez-moi, mais c'est de la bêtise tout ça. Vous allez créer des emplois avec qui? Vous avez une jeunesse, plus de 55% de la population composée de jeunes de 15 à 25 ans en Haïti. Comment vous allez faire si vous avez une main-d'œuvre non qualifiée? Vous allez me dire que vous avez une ressource humaine. Mais si cette ressource humaine n'est pas qualifiée à travers l'arme de l'éducation, on ne s'en sortira pas. Vous voyez, c'est la clé. C'est pas sans raison. Un pays aussi capitaliste comme les États-Unis, on fait en sorte que l'enfant, de la primaire à la fin des études secondaires, c'est gratuit. Là, c'est le minimum. On s'assure que l'enfant puisse savoir lire, écrire et savoir compter. Au moins, tout au moins. Et l'enfant peut apprendre n'importe quel métier. On peut choisir d'aller à l'université. Même si, bon, c'est vrai que l'école est faite pour tout le monde, même si tout le monde n'est pas fait pour faire de grandes études, parce qu'on sait que nous avons chacun à sa limitation, malheureusement, et par rapport à l'environnement dans lequel on évolue. Donc, mais cependant, Haïti ne sortira pas de ce bourbier sans passer par la barrière de l'éducation. Moi, je sais qu'il y a de grands débats intellectuels très élevés en Haïti, avec des intellectuels en Haïti. Oui, c'est très important. Mais il faut penser à l'éducation. Quelle éducation pour Haïti en ce 21e siècle? Très bien. Ça, c'est ma question. On se pose la question, peut-être que vous avez la réponse. Si tout est lié à l'éducation, on peut aussi se poser la question, à savoir, quelle éducation pour Haïti? On a envie aussi de croire, à vous entendre parler, que ceux-là qui attribuent la responsabilité de la crise à l'instabilité se trompent. Donc, vous nous direz, après la pause, qu'on va observer, le temps pour vous de mettre au point votre téléphone qui apparemment a un problème, qui a un problème de bande passante. On va revenir un peu plus tard pour résoudre, pour essayer d'aborder d'autres chapitres, notamment la question des élections qui est annoncée, le référendum qui est annoncé, et puis on va aussi rester pendant un petit temps sur le livre Haïti, lève-toi et marche, ce qui nous rappelle cette histoire biblique, Lazare, lève-toi et marche. Et c'est comme si vous vous adressiez à des croyants. Or, en Haïti, ce n'est pas tout simplement une question de foi, et ce n'est pas une question de foi. C'est mettre quand son entaille, non, accepter des sacrifices pour résoudre le pays. On ira plus loin avec les commentaires au retour, Frantz Jean-Baptiste. Merci de votre disponibilité encore une fois. Merci bien. Vous suivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Le politologue Frantz Jean-Baptiste, qui intervient en direct des États-Unis à la rubrique Le Point de ce matin, est notre invité. Merci de votre intérêt
et on va observer la pause. Et à tout de suite. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto. Bienvenue, madame, monsieur, à la deuxième partie de la rubrique Le Point de ce mercredi. Notre invité, monsieur Franz Jean-Baptiste. Alors, le titre du livre, comme je l'ai dit il y a quelques instants, c'est « Haïti, lève-toi et marche ». Donc, si on doit se référer à cette citation biblique, Lazare levé, Lazare est mort. Donc, Haïti peut mourir, Haïti peut être moribond. Et pour Haïti levé, je ne sais pas que c'est une question de croyance, je ne sais pas que c'est une question de la foi. C'est peut-être une décision. Nous avons dit plutôt, Haïtiens, on met tête nous ensemble, on lever nous camper, on marre ceinture pour nous sortir dans le niveau que nous y aujourd'hui, côté que nous devenu la risée du monde, tout le monde a peur, l'on parle de Haïti, il y a un pile de bagages qui pas bon. Heureusement, nous n'avons pas fait mauvaise figure par rapport à Covid-19, mais nous songeons SIDA, nous songeons en pile, nous songeons Bon People, nous songeons Haïtiens qui aujourd'hui a peur racher monde avec manchette et puis mettre son brouette et puis publier sur Internet. Haïti, c'est ça aujourd'hui. À quel niveau, Franz Jean-Baptiste, ou capable de matérialiser cet appel ou cette demande à Haïti? Haïti, lève-toi et marche. Alors, c'est très important cette question parce que moi, je pense notamment, et lorsque nous choisissons ce titre, Haïti, lève-toi et marche, et je n'ai pas fait référence non seulement à la Bible, ce n'était pas mon but en soi, parce que comme vous se dit là juste titre, Haïti, lève-toi et marche, c'est pas une question liée à la foi, pas du tout, parce que ces derniers temps, vous savez, il y a eu pas mal de confusion en ce qui concerne la foi en Haïti. Il y a plein de monde qui pensait que c'est parce que Haïti, c'est à cause du vaudou, le diable, n'est-ce pas, depuis la fondation du pays, comme un certain Pat Robertson aux États-Unis avait dit un jour, non seulement un type qui se trompait totalement, parce que c'était, excusez-moi, mais c'était la bêtise qu'il racontait. Parce que Haïti était vendu au diable, tout ça, mais c'est pas vrai, c'est totalement faux. Ça n'a rien à voir avec la foi. Il y en a d'autres qui pensent qu'aujourd'hui, oui, c'est vrai, les gens qui disent c'est à cause du vaudou, tout ça. Non, c'est pas vrai, c'est totalement faux. D'autres qui pensent que c'est à cause du christianisme. Ou dans ça, chaque on a cherché une excuse pour bailler la tête, pour dire c'est à cause du soldat. Non, pas du tout. La question d'un pays, d'ailleurs la religion, pas jamais développer pays. Ça n'existe nulle part. Pas un pays développé à partir de la religion. Tout pays qui est développé à partir du savoir de sa population. Et ça fait me retourner. Si tu as une religion, on t'a conseillé à Haïtiens, adopter, c'est l'éducation seulement. Lorsque je parle de l'éducation, je parle de l'éducation formelle. Je ne vais pas passer à côté pour me parler des règles de bienséance. Bonjour, bonsoir, au revoir, merci beaucoup. Bonjour, bonsoir, merci beaucoup, au revoir, ces genres de choses. Je ne parle pas des règles de bienséance. Je parle de l'éducation formelle. Ça, on a recevoir l'école là, que nous avons besoin plus formaliser aujourd'hui, en ce 21e siècle, pour nous accorder, parce qu'on est qu'en Haïti, nous avons tendance à accorder plus de place à la littérature qu'à la science. Aujourd'hui, nous, dans l'autre monde, que c'est la science qui domine tout. Mais ce n'est pas du tout la religion. Mais comment on matérialiser appel ça? Et qui j'en pour Haïti ressusciter, je dis? La ressusciter à travers l'âme de l'éducation. Si aujourd'hui, n'importe quel gouvernement, il prend facilement 40% du budget national, il balance dans l'éducation. Parce qu'il faut savoir investir sur le long terme. Au moins, à moyen terme quand même. Ou balancer même 30 à 40% du budget national dans l'éducation. Dans 20-25 ans, on a un résultat extraordinaire en Haïti. Parce qu'on a tellement de gens qui préparent, il n'y a pas de temps que lorsque vous avez une famille dans la diaspora pour vous aider. Pas du tout. Il y a pris tête en main. Parce que l'éducation est la lumière des peuples. Pour le moment, la grande population, la grande masse
il n'a pas accès à cette lumière-là. Donc autrement dit, Haïti lève-toi par l'éducation et marche. Par l'éducation, à travers l'éducation. Ça n'a rien à voir avec la croyance. Ça, parce que il faut être rationnel. Ça n'a rien à voir avec l'outil il faut croire en Dieu, il faut prier toute la journée, il faut faire des jeûnes. Non, Haïti ne s'en sortira pas comme ça. Parce que c'est des hommes et des femmes, avant tout, qui développent les pays. Est-ce que les États-Unis, on pas quoi, les pays scandinaves, par exemple. Les pays scandinaves sont de culture protestante. Je parle de culture protestante, je ne parle pas d'un point de vue de spiritualité. De culture protestante, les pays scandinaves. Ce sont des pays protestants. Mais ce sont des pays où il fait bon vivre. Mieux, donc, partout dans le monde. Lorsque vous regardez l'indice de développement humain, ces pays-là sont en tête. Danemark, Norvège, Suède, tout ça. Après, bon, viennent du Canada et puis d'autres, la France et compagnie. Mais ces pays scandinaves sont souvent en tête. Et l'éducation, ce sont des pays de culture protestante. Mais le protestantisme ne les empêche pas de se développer. Parce que moun sa a une base éducative tellement solide, à travers cette base d'éducation, ou êtes capable, même musulman, donc ça va t'empêcher de te développer. Parce que ce n'est pas la religion qu'il faut développer ou pas développer. Il y a des gens qui cherchent des prétextes, qui disent ça à cause de la religion. Ça, c'est prétexte. Ce n'est pas qu'on va dire le christianisme à certains égards n'a pas fait mal à Haïti, non? Ce n'est pas ça nous dit là. Oh oui. Nous connaissons tout ce qu'il y a comme code noir, tout ça, tout ce que le Vatican a contribué chez les pays noirs, dans le pays noir, tout ça, nous le savons très bien. Et les pays, notamment les pays latins, se sont beaucoup servis du christianisme pour acculer les pays noirs. Nous le savons parfaitement bien. Mais nous pas arrêter là à dénoncer, parce que mais ça a été fait nous, nous faut nous lever camper. Camper pour nous camper, Nelson Mandela t'a bien dit. Parce que l'éducation, c'est l'âme la plus puissante pour changer le monde. Mais je ne peux pas comprendre comment on fait 4 ans, 5 ans sur le pouvoir, ou passer les mandats dans 4 grands pays où tu as besoin de créer des universités dans 4 coins du pays, le Grand Nord, Grand Sud, Grand Est, Grand Ouest, ou paraître le mandat qui soit réglé, ou tu fait l'école là. Non, ce n'est pas ça qu'il y a besoin. Il y a besoin de l'éducation. Repenser une nouvelle école normale pour le pays, pour former cette population. Après tout, ce n'est pas des hommes politiques à former seulement. Ce n'est pas des gens qui viennent parler, faire un bel discours, ce n'est pas ça que nous avons besoin. Nous avons besoin des techniciens. Mais c'est l'école qui va la raison. Solution, l'âme d'Haïti, les foyers marchent, la fait, mais à travers l'âme de l'éducation. Pas autre chose. Je parle de beaucoup de choses dans mon livre. Je parle aussi de la diaspora haïtienne dans beaucoup, dans mes livres. Mais il faut se focaliser d'abord sur l'éducation. Parce que l'éducation, si on ne va pas passer par là, on ne va pas sortir là. Je me songe depuis que j'étais tout petit. Je connais un bois de chêne. Il y a un bois de chêne, je fais Port-au-Prince, je grandis là. Même si mes parents sont déjà Jacmel, on a passé là tout le temps. Mais, je me regardé, bois de chêne tourne en Haïti, je passe bois de chêne. Je dirais, c'est exactement pareil. On dirait que, vous voyez, la pauvreté qui est en Haïti, c'est pas une pauvreté d'argent, une pauvreté d'esprit. Excusez-moi si je me dis ça. Parmi les gens qui disent, parce que, et il y a des gens qui parlent de politique, qui disent c'est la politique qui fait nous ça. Ce n'est pas la politique en soi qui est mauvaise. Non, c'est les gens qui fait politique là qui est mauvais. Ce n'est pas la politique en soi. Parce que la pauvreté d'esprit, ce n'est pas pauvreté d'argent, non? N'importe quel petit blanc de 15 ans, ou pendant n'importe quel pays occidental, il descend en Haïti, et puis quand il commence à bouger dans le pays, il commence à découvrir où est la pauvreté d'esprit. La pauvreté d'esprit n'a pas élevé assez parce que nous n'avons pas encadré la population normalement à travers l'âme de l'éducation. Nous ne sommes pas capables de faire comme ça. Bien ça va aller chez les enfants ici, parce que j'ai eu l'occasion, moi, d'enseigner dans quelques écoles primaires avant. Et ça, moi, ça va développer chez l'enfant, et ça va aller aux États-Unis, critical thinking. Critical thinking, c'est-à-dire développer la pensée critique de chez l'enfant. Parce que chez nous, les Haïtiens, on connaît lorsque moi, avec des petits, la plupart du temps, il ne faut pas quitter nous poser grand monde question. Tout le monde ne pas poser grand monde question. Mais tout le monde qui est dans les pays étrangers, dans les grands pays, donc tout le monde ça, et philosophie douce. Les enfants commencent à philosopher assez tôt dans leur vie parce qu'ils posent toujours des questions. Parce que la philosophie, c'est le questionnement d'abord. C'est le questionnement d'abord. Et les enfants, ils ont fait ça énormément. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, si nous ne pas passer par la barrière de l'éducation, nous ne pas sortir là. Nous connaissons que nous sommes de caverne. Nous sommes de caverne. Mais il y a un rayon de soleil nous de Yohan pour capable sortir. Alors, pour me paraphraser
Platon qui parlait dans la République. Et la caverne que Aristote a déjà parlé de ça. Et donc, je voulais parler de ça de façon que pour que les jeunes qui sont dans le pays, c'est pas uniquement les jeunes aux armes, cela, tout bien bandit, ou toujours une mafia qui a fait l'argent, qui vraiment déstabilisé le pays parce que les armes, pour passer par un port pour entrer dans le pays. Où il y a une sorte de manque de patriotisme de la part de X ou Y qui ne peuvent mettre sur le monde. Est-ce que c'est un monde trop puissant? Pour des armes, ça va passer avant dans le pays. Ce n'est pas quelque chose qui fait involontairement. Donc Haïti a sorti, pour le sortir, il est obligé de passer par la barrière de l'éducation. Merci. C'est obligatoire parce que sinon, on ne peut pas remarquer la plupart de ces... Je dis-moi, qui plus gros rêve Haïtien pareil qui a vu dans la diaspora, qui plus gros rêve non? Retourner en Haïti, venir faire politique ou bien venir passer retraite, venir passer dernier jour? Moi aussi. Très bien. Alors, à travers, comme on dit, le livre La diaspora enjeu et débat, que je t'ai écrit, qui devait paraître en 2015, je crois, 2012, et m'observais bien la diaspora haïtienne, côté m'a voyagé en pile, j'ai vécu en France pendant 18 ans, et puis voyagé dans la plupart des pays d'Europe, mais dans la plupart des Antilles, m'attendais nos Haïtiens, nos compatriotes qui vivent un peu partout. Mon cher, tu m'expliques bien, c'est pas que les Haïtiens ont besoin de retourner en Haïti à faire politique, c'est pas vrai. Et c'est pas ça, je pense qu'il y a beaucoup de techniciens qui dans la diaspora, la plupart des gens qui sont dans la diaspora, ils ont aimé à l'investir en Haïti. Une nombre qui a besoin de gagner, une nombre nous souhaiter, parce que nous avons des jeunes économistes en Haïti, ont un réflexe nous a souhaité plus gagner, c'est-à-dire que faire appel à l'investissement de la diaspora, créer des compagnies d'investissement. Vous faites appel, et je parle ça dans mon livre, par exemple, faire appel à l'investissement de la diaspora. Je vais le jour où on dit comme ça que on a besoin de créer une maison secondaire, Malvive, à Jacmel, au Caille, whatever côté. Et puis, une compagnie qui offre dans la diaspora, la construit une maison de vacances pour moi en Haïti. Et puis, à travers X banques en Haïti, une banque nationale pour la reconstruction d'Haïti, ça, je l'ai dit dans mon livre, parce qu'Haïti, depuis le tremblement de terre, on aurait dû créer cette banque nationale pour la reconstruction d'Haïti, parce que l'État est capable de faire des emprunts. Demander le peuple à prêter l'argent pour le construire pays. Monter un CCIH, non? CCIH. Bon, vous avez parlé de Banque nationale de crédit? Non. L'argent que la communauté internationale a été. Ça c'était la catastrophe. CCIH. C'était une promesse, nous par contre, côté bagaille ça fait. Mais il ne faut pas compter sur l'aide internationale pour développer un pays. Ça n'a jamais existé dans l'histoire de l'humanité. Par contre, nous savons bien que les 4 dragons de l'Asie du Sud-Est, par exemple, les pays, nous capables de dire Singapour, tout ça, Hong Kong, tous ces pays-là, face à la Chine, il fallait donner un exemple à la Chine de la réussite du monde capitaliste. C'est vrai que l'Occident, notamment les États-Unis, avait beaucoup aidé ces pays à se développer pour envoyer un message fort au peuple chinois. Malheureusement, ça n'a pas marché. Mais autrement dit, pas jamais gagné pays à travers la planète qui est développé à travers l'aide au développement. Mais c'est juste un concept. L'aide au développement, pas un pays développé à travers l'aide au développement. Ça n'existe pas. C'est juste un mot, c'est une expression. Monsieur Jean-Baptiste. Donc, oui. Dis-nous, étant donné qu'on n'a pas approché vers la fin de l'émission, il y a 2 points d'actualité, d'après moi, avec ou avant Wale. Et c'est, je me pose une question sur qui plus gros attente haïtien qui a vécu dans la diaspora gagné, je dis, certainement, je devrais arriver dans la question référendum. Non? Autant de parler de ça, ou brancher nouvelles, ou faire radio. Oui. Et est-ce que nous avons des problèmes par rapport à décision, à volonté exprimée par le pouvoir en place pour changer la constitution du pays? Est-ce qu'on est d'accord avec forme, non, ou est-ce qu'on n'est pas d'accord? Ou bien, nous-mêmes, même si on ne peut pas parler pour toute la diaspora, mais pour vous autres, pour opinion personnelle, si vous voulez, qui sont pensés? Effectivement, ça c'est mon opinion personnelle, parce que la diaspora est aussi divisée sur la question que les gens qui sont en Haïti, je vais parler pour la diaspora. C'est vrai que mon chef de diaspora, il m'écrit sur lui-même, on sa diaspora est,
exactement, je ne vais pas parler pour lui, effectivement. Personnellement, sur la forme, je pense que la façon de faire les choses est maladroite. Je ne sais pas quoi le bien comme ça, parce que généralement, quand on fait des réformes de ce genre, on doit avoir l'adhésion de tout le monde. L'adhésion, en tout cas, de la majorité de la population, notamment les gens qui sont censés représenter, qui sont porte-parole de la nation. Je pense que c'est un manquement sérieux sur la forme. Mais sur le fond, depuis, j'ai écrit mon livre après le tremblement de terre de 2010. En 2011, et mon livre Haïti, j'accuse, c'est mon premier livre. J'avais déjà fait référence à la réforme de la Constitution haïtienne, à une réforme éventuelle. J'en ai parlé parce que depuis que j'étais étudiant en France, je fais des débats avec d'autres étudiants, des exposés ici et là, sur la réforme, le besoin de repenser cette Constitution haïtienne. Ça, c'est moi. Comme toujours, je ne pas le président Jovenel Moïse pour prendre telle décision. Ça fait longtemps. Personnellement, m'accrocher à ça. La Constitution de 1987, là, il a vraiment besoin de repenser. Repenser, parce que son aide m'accrocher à ça et me parler ça dans Haïti, lève trois et marche. Donc, Haïti a besoin d'un vrai régime présidentiel avec un parlement monocaméral. Malheureusement, et bon, heureusement, c'est après, je viens de dire, pas tant président a fait pour me dire comme ça, mais pour un parlement monocaméral. Parce qu'actuellement, dans le monde, sur 193 États à travers la planète, gagner 114 qui ont un parlement avec une seule chambre. 114 États qui ont un parlement avec une seule chambre, je crois 79 qui ont des chambres. Donc, dans un grand débat, vraiment, malheureusement, bon, c'est comme ça, le président décide de faire le débat pas tellement ouvert, et puis il prend une décision, et pour le faire organiser un référendum, parce que généralement, un référendum, c'est même pas possible de plébiscite. Au pratiquement clair, sur le fond, on pas trop de problèmes, ou avancer quelques modifications éventuelles qui sont capables de porter dans la Constitution de 1987 là, et sur le fond, pas de problème, mais c'est la forme qui pose problème. C'est la forme qui pose problème, parce que je pense que... Si tout secteur météo d'accord sur les, ou même moi, dit en avant-marche. Alors, oui, bon, tout secteur, à mon avis, on ne peut pas tout d'accord avec vous. Normalement, on a besoin d'une certaine majorité. Parce que là, le président, il semble qu'il est seul, quand même. Et même lorsqu'il y a des voix, par exemple, il y a des gens comme moi-même, ils sont qui besoin de changer la constitution, ça. Depuis longtemps, hein, depuis 2011, m'écrit Haïti, j'accuse. Ça me toujours bataille pour ça. La diaspora a joué débat en 2012-2015. M'écrit encore sur ça. Il me dit qu'il y a besoin pour changement de constitution, ça, parce que il est trop rigide, il est trop fermé. Et puis, le système semi-présidentiel, semi-parlementaire, sur lequel on a vécu là aujourd'hui, il favorise la corruption. Comment on est pour nommer un premier ministre? Parce que la France, c'est quelque chose que j'ai vécu en France. Au moment de la cohabitation, lorsque vous avez deux têtes de l'exécutif qui n'ont pas de même couleur politique. Là maintenant, vous obligez un phénomène de corruption pour nommer un premier ministre, pour des députés corrompus l'argent, pour des sénateurs corrompus l'argent, pour pas accepter de faire députer ça. Et vous avez des mains invisibles qui d'ailleurs ont orienté ces gens de la politique interne de la nation. Cela veut dire que le président, après avoir été élu sur un programme politique, le président a dû en mesure avoir les mains libres pour l'agir au nom de la nation. Ce n'est pas un premier ministre. C'est vrai que dans la constitution haïtienne... Non mais excusez-moi, et c'est pas constitution qui dit pour il favoriser la corruption, mais c'est pas lui qui dit, c'est pas lui-même qui dit pour un député ratifier un premier ministre, pour un sénateur ratifier, il faut baller l'argent. C'est pas constitution qui dit ça. Et deuxièmement, est-ce que c'est pas parce que nous gagnons un problème de corruption à grande échelle dans le pays? Est-ce que c'est pas ça? Député ou bien sénateur, lui-même quoi, en toute liberté, il paraît pour recevoir des millions, pour le voter, il pas de compte à rendre. L'agent Salcapone, il fait ça avec lui. Est-ce que retirer Sénat, Kembe Chambre député, est-ce que c'est ça qui va empêcher gaspillage, gagote et corruption? D'ailleurs, toujours il y a plus de députés que des sénateurs. Oui, effectivement, très belle question encore.
Donc, ce n'est pas même le changement de la Constitution qui va changer quoi que ce soit. Changer la Constitution va changer quoi que ce soit, c'est une question d'homme. Comme j'ai eu l'occasion de le dire à plusieurs reprises, Haïti a besoin du 109. Haïti a besoin du 109. Bon type de mentalité qui n'est pas alloué à la charge de la République. Certainement, Haïti a besoin du 109. Donc, ce n'est pas le changement de la Constitution quand même qui va faire ça. Ce n'est pas non plus la Constitution 87 là qui dit qu'il faut qu'on fait corruption. Mais cependant, et là, vivre dans l'État, côté que corruption fait partie d'une certaine culture politique, maintenant, il faut mettre des garde-fous ici et là pour empêcher. Et façon, ça a été en Haïti avec le régime semi-présidentiel, semi-parlementaire là, on sentit que Haïti n'a pas suffisamment de maturité politique, d'ailleurs, pour nous supporter un tel régime. Pour qui ça? La France souffre de ça en pile. La France qui gagne un vécu démocratique très élevé. Nous songeons lorsque François Mitterrand, il était président de la France, et que Jacques Chirac était son premier ministre. Donc, comment les deux hommes étaient en compétition à la tête de l'État, de l'exécutif, ou des compétitions entre Jacques Chirac et François Mitterrand à la tête de l'exécutif. Quelquefois, en matière de politique étrangère, François Mitterrand pouvait se rendre aux États-Unis et en même temps, Jacques Chirac se rendait en Égypte. Parce que Jacques Chirac était un éventuel candidat donc, à la présidence de la France. Donc, des compétitions. Donc, il faut un certain vécu démocratique pour supporter un tel système. Le système régime semi-présidentiel, semi-parlementaire. Donc, très dur pour la France. La preuve, un ancien Premier ministre français, Lionel Jospin, disait ceci, que la France, le Sénat français est une anomalie de la République. C'est ce qu'il avait dit. C'est pas parce que un certain nombre de pays gagnent deux chambres, m'oblige à gagner tout. Mais il faut m'expliquer pour ça. Lorsque je prends les deux chambres, je fais une différence entre les deux chambres. En termes de prérogatives, moi, je n'aime pas une différence fondamentale, bien dit fondamentale, entre les deux chambres. Donc, je n'ai pas raison pour appeler un grand corps, petit corps, etc. Vaut mieux que on gagne un parlement haïtien avec une seule chambre monocamérale. Ça, c'est mon point de vue. Ça me toujours bataille pour ça et m'écrit dans plusieurs livres avant que Jovenel Moïse ait gagné intention pour devenir président, pour être même candidat. Même. Pas du tout. C'est pas avec personne, je n'ai pas aucune relation directe avec personne qui n'a pas acheté. Je ne pas même reconnaître eux-mêmes et même pas même connaître l'idéologie de ce parti politique. Dernière question. Vous avez préféré élection faite avant dans le pays d'Haïti ou bien référendum non fait avant? C'est une même fait qu'il est? Entre élection et le référendum. Bon, bien que le référendum soit élection, mais ma parole pour renouveler le personnel politique. Qui ça que tu as fait avant? Le référendum pour changer la Constitution ou bien les élections pour renouveler le personnel politique? Bon, moi, je réponds tout court parce que nous finissons. Oui, alors moi-même personnellement, et moi-même pour le référendum, personnellement. Moi pour le référendum, parce que le référendum, non, s'il fait la permettre que vous capable de changer la Constitution. Parce que nous avons tellement besoin de Constitution, ça change, personnellement. Mais ça n'a rien à voir avec la question de partisanerie. Moi, pour ça, personnellement, en tant que citoyen, n'est-ce pas? Mais c'est vrai qu'on a besoin de renouveler le personnel politique du pays. Parce que nous on dit beaucoup de choses. L'avant-projet, moi, Lili, quand pile bagaille, on dit qu'il pas ça. Qui pas vrai. Et je pense que les gens qui lisent très mal lit. Donc, dans les dit, dans les causes, dans les cas racontés, les mal lire, je ne parle pas là-dedans. Mais pourtant, je n'ai aucune partisanerie avec personne. Mais moi, pour ça, certainement. Mais il y a une m'a dit pour me terminer. Le gouvernement actuel, je suis vraiment déçu parce que son gouvernement n'a pas de vision, il n'a pas réglé rien pour le pays, il n'a pas rien fait pendant ces 4 ans. Donc, ça fait me dire comme ça que même lorsque tu as gagné beaucoup de controverses sur le départ du président Jovenel Moïse, en 2021. Cependant, je dis tête si le président Jovenel Moïse pendant 4 ans, pendant 1 an, qui ça devrait le faire encore? Donc pendant 4 ans, il était là, situation économique, le pays s'est dégradé, l'insécurité, tout. Moi, très déçu de la gestion du gouvernement actuel. Très, très déçu de la gestion du gouvernement actuel, comme tous les citoyens haïtiens. Soudain, une question, tu as même posé, par exemple, à Maître Boniface Alexandre, ancien président de la République, et puis qui président structure de consultation qui existait aujourd'hui pour amender la Constitution. C'est qui ça le pied? Question dit le président Alexandre, pour qui ça que le pas élargi champ de consultation, pour ça que le pas chita avec des gens importants de la société, des gens de l'opposition, du secteur privé, de la société civile,
et des chercheurs haïtiens aussi. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, Monsieur Alexandre. Cela veut dire que la politique qui est faite au XXe siècle, là, n'est pas faite de façon de concevoir la Constitution au XXe siècle, pas faite dans le XXIe siècle, là, avec l'évolution, tout est digitalisé. Aujourd'hui, on a besoin d'une vision moderne pour repartir de plus belle. Donc, je pense que le président Sam Mandeli m'a demandé pour faire une consultation plus large et pas trop tard pour ouvrir champ à d'autres personnalités en d'un pays qui besoin de chiter ensemble avec lui pour repenser les choses. Comme M. Derrida Adulte souhaité ça parce que c'est un monde quand même qui partage des points de vue à beaucoup d'égards. Merci. Alors, son façon pour me dire, pour toujours faire un effort pour suivre le point de métropole parce que très bientôt, ancien président Boniface Alexandre l'a sur plateau le rubrique Le Point de Métropole. Comme ça, m'a posé des questions pour vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Allez, passez une bonne journée. Merci de votre disponibilité. Et à bientôt. Merci Wendell et moi merci aussi. Excusez-moi et mon ami Jean Samuel qui te mettait en contact ensemble avec vous pour être capable de participer maintenant à l'émission. Merci beaucoup. Merci. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Notre invité ce matin, Franz Jean-Baptiste, en direct des États-Unis. Merci, madame, monsieur, de nous avoir acceptés chez vous, de nous avoir accueillis chez vous. Passez une bonne journée avec Métropole et à demain. Quand les nouvelles s'affolent, Métropole fait le point. Le point tous les matins, simultanément sur Radio et Télémétropole. Le Point est une courtoisie de la BNC, Unipièce, MSC+, Accordia Shipping et Lisa Lotto.